Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour. On va faire ensemble un point, Philippe, sur le marché américain, parce que finalement, on n'a pas tant parlé que ça ces derniers temps. Il s'en est passé des choses au premier semestre, je pourrais les citer, crise des banques régionales, la désormais presque habituelle tragicomédie autour du relèvement du plafond de la dette, et bien sûr, la Fed qui appuie sur pause sur la hausse des taux, mais qui n'en a pas forcément fini. Quel petit résumé éclairant vous pourriez nous faire de ces premiers 6 mois? Alors, là, on a déjà un peu les grands points, ouais. Effectivement, puisque c'est ce qui a vraiment animé la chronique sur l'histoire des valeurs américaines et de manière générale sur le contexte mondial qui est très conditionné par ce qui se passe chez nos amis américains. On a déjà des réponses sur ce qui se passe ailleurs. Et je dirais que peut-être pour compléter ce que tu viens de mentionner, il faut rappeler qu'on est sur une attente des marchés sur le thème de la croissance, qui est finalement d'avoir un scénario d'atterrissage. C'est, je dirais, le scénario central, un atterrissage plus ou moins soft selon les interprétations, les lectures. Et ce qui est, on va rebondir peut-être sur un des chiffres récents qu'on a obtenus, on est sur une croissance révisée US à 2%. Et 2% au premier trimestre. Révisé pour le premier trimestre. C'est très important de regarder les chiffres révisés parce que ces corrections-là permettent d'avoir un regard plus affûté sur les chiffres qui ont été produits dans le flow d'actualité. Et effectivement, 3 mois après la parution, on voit finalement 2%. C'est quelque chose qui a surpris relativement positivement. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans une décroissance progressive ou un ralentissement progressif, mais je dirais assez maîtrisé. Peut-être donc par la stratégie de notre ami Jérôme Powell. C'est la stratégie de Powell, ce soft landing de l'économie. Question justement, la Fed l'a dit, on préfère en faire trop que pas assez sur l'inflation. Est-ce que cette inflation, on peut désormais considérer qu'elle est peu ou prou sous contrôle? Alors, petit rappel de chiffres aussi, 5,3% d'inflation relevée aux États-Unis. C'est un chiffre qui... on est encore loin des 2%, déjà, on peut le dire. D'abord, nous rappelle la distance par rapport à l'objectif, mais aussi dans la dynamique qui nous rappelle aussi un peu les grands scénarios qu'on avait déjà un peu explorés avec vous il y a quelques mois. L'idée d'un plateau, un plateau autour de 5% avant de pouvoir enregistrer enfin une décroissance. Décrue. Et on serait peut-être probablement, nous, c'est notre lecture chez BlackRock sur ce plateau. Et donc on pense que malgré les différents efforts et je dirais la phase d'observation que se donne la Fed, on devrait avoir quand même un niveau d'inflation encore assez soutenu. On a une explication assez je dirais, primaire sur ça. C'est que finalement, dans les différentes composantes de l'inflation, bien sûr, on retrouve les biens habituels, les biens de consommation, je dirais, standards. Vous avez l'énergie, qui est une composante très importante. Ces deux éléments-là sont plutôt à la décrue, déjà. Ne serait-ce que sur le baril de pétrole, ça, de ce côté-là, ça rentre dans le scénario Fed. Pour les autres éléments, ils ne sont pas des moindres. On va parler du logement et des salaires. Là, en revanche, l'addition reste encore salée, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on est sur des niveaux d'inflation encore soutenus et on ne voit pas ces phénomènes-là décroître. Il y a des raisons assez lourdes pour que, notamment sur le marché du travail, les salaires restent assez élevés. Notamment des raisons démographiques. Il y a les baby-boomers qui partent en retraite, qui arrivent. Voilà. Donc on est sur cette rotation dans le marché du travail américain et ça va durer. Donc on a, vous voyez, un certain nombre de raisons fondamentales. On est peut-être sur le plateau et ça ne va peut-être pas redescendre si vite que ça. On aura beau monter les taux, les effets sur le marché du travail ne vont pas se faire sentir tout de suite. Bon, on va rajouter une petite pincée de géopolitique là-dessus, forcément, puisque là aussi c'est une thématique qui est presque maintenant monnaie courante pour les États-Unis, c'est la relation avec la Chine. Ça s'est quand même pas mal tendu sur ce début 2023. On a tous en mémoire cet épisode avec ce ballon météorologique espion chinois, on ne sait pas trop qui a survolé le sol américain. On a toujours des tensions autour de Taïwan. On a eu un petit peu d'apaisement dernièrement avec Anthony Blinken qui s'est rendu en Chine. C'est aussi, j'imagine, quelque chose que vous gardez comme un indicateur important.
Tout à fait. Mais c'est totalement lié finalement au point précédent. Rappelez-vous qu'il y a cette Inflation Act qui a été voilà. Qui a été promulguée il y a déjà maintenant de nombreux mois, mais qui est un point de crispation en réalité, puisque c'est, il faut dire les choses, une forme de protectionnisme avéré, à partir du moment où on est sur des nouvelles technologies, etc. On voit bien qu'il y a une confrontation quasi frontale entre les deux blocs. Et sur le volet du géopolitique, on ne voit pas les choses s'améliorer tout de suite non plus. Donc, conséquence immédiate, on est dans une forme de restructuration des circuits d'échange mondiaux, une forme de déglobalisation, si on veut dire les choses comme, de manière différente. Donc on a ce phénomène-là qui va maintenir aussi là, les prix assez sous tension. Donc ça, c'est un phénomène important à avoir en tête. Et ce qui peut venir en face de tout ça, pour apaiser les choses, là encore au niveau des prix, c'est le volet technologique au sens de ce que ça amène en termes déflationnistes, puisqu'on sait très bien que c'est un des facteurs principaux pour améliorer la productivité, que ce soit industrielle ou service. Bon, je pense je vois à peu près ce dont on va parler. Il y a donc ce bilan, il est plus ou moins contrasté, et en face de ça, quand je regarde les marchés, j'ai des marchés qui finalement se comportent plutôt bien, mais dans le détail avec une hausse trop peut-être concentré. Exactement. Alors, il faut parler d'abord de la surprise positive qui a constitué cette performance action, en tout cas, côté américain. On a un S&P 500 qui a fait à peu près 13% depuis le début d'année. Le Nasdaq s'est très très bien comporté aussi. Alors, il y a des raisons auxquelles on est habitué en réalité par rapport à ça. D'abord, on vient d'une année très mauvaise. 2022 était vraiment mauvais. Et habituellement, on le sait statistiquement, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de phénomène, les premiers 6 mois de l'année suivante, les premiers 6 mois sont assez soutenus, assez positifs. C'est ce qu'on a eu effectivement sur les premiers 6 mois. Peut-être un autre phénomène qu'on peut ajouter à cette panoplie d'explications, à cette explication de texte sur la performance action, c'est, je dirais, le fait que ce phénomène de l'IA, qui a été, donc l'intelligence artificielle, qui a été affichée tour à tour par tous les grands géants de la cote, donc ça se concentre effectivement sur moins de 10 valeurs, et bien évidemment ça a cristallisé l'attention et ça a servi de substitut pour porter la tendance. En dépit de tout ce qu'on a dit avant sur l'inflation et autres anticipations de récession. Est-ce que ça veut dire, ça, qu'on est peut-être aujourd'hui trop optimiste sur la situation économique américaine? Alors, trop optimiste en tout cas, la tendance qu'on a observée là, elle est portée, certes par des flux consistants depuis quelques semaines, mais ce n'est pas non plus une tendance très très lourde sur les flux. On n'a pas quelque chose qui est installé de mois en mois, et comme on a pu voir précédemment quand on est sur une tendance portée. Donc, cette performance n'est pas très partagée en termes de nombre d'acteurs qui ont pu participer à cette hausse. C'est un point important à garder en tête parce que dans les marchés boursiers, il faut tenir compte de qui est en place, qui est présent en place et qui a profité de la situation. Et puis, il y a un deuxième facteur très évident qu'on a déjà évoqué parce qu'on est malgré tout dans ce changement de paradigme, c'est le niveau des taux d'intérêt. Et c'est une compétition redoutable pour les actions. Ça m'amène aussi au deuxième volet d'investissement potentiel qu'on peut envisager quand on parle des États-Unis, c'est la partie taux, la partie obligataire. Donc les ETF d'ailleurs permettent d'accéder, on en a déjà parlé de nombreuses fois, à un éventail assez large de possibilités sur la partie obligataire. Et cette compétition-là joue aussi à plein. C'est-à-dire que si je peux avoir 5% ou même 3,5, 4% par le coupon d'une obligation, d'un portefeuille obligataire... Pourquoi aller m'embêter sur des marchés. En tout cas, il y a match. Il y a compétition, il y a match. Il y a match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être rester à l'écart du marché américain ou au contraire être sélectif. Qu'est-ce que ça donne, si on regarde les deux catégories actives, sur les actions et sur les obligations? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure. Bon, indépendamment du scénario qu'on a en tête, que j'ai expliqué en première partie, il y a effectivement son positionnement dans le portefeuille. Si vous n'en avez pas du tout, c'est difficile d'ignorer ce qui se passe sur la partie action américaine et même, pourquoi pas, crédit américain. Pourquoi? Parce que c'est une part conséquente de la capitalisation mondiale et on sait très bien que c'est un driver global de l'économie mondiale. Par ailleurs,
de par le phénomène de déglobalisation que je mentionnais tout à l'heure, on peut dire que maintenant les choix géographiques reprennent beaucoup de valeur. Donc, dire que je vais profiter de la croissance américaine parce que j'ai des investissements en Europe, c'est plus tout à fait aussi vrai. Oui. Il y a potentiellement des connexions entre les zones. D'accord. Donc ça, c'est un point important à y avoir en tête. Donc si on veut rééquilibrer son portefeuille malgré une décrinte sur les quelques mois à venir, donc c'est une question d'horizon d'investissement et de quantité déjà détenue dans son portefeuille. Je dirais qu'on peut aller chercher à ce moment-là encore les grands indices qu'on a mentionnés tout à l'heure, S&P 500, pour commencer. Sinon, on serait plutôt dans une sélectivité plus pointue. Et à ce moment-là, on jouerait plutôt les secteurs, voire des thématiques qui croisent avec ce qu'on vient de mentionner tout à l'heure, par exemple la technologie. Donc, par exemple. Par exemple. On va y revenir. Mais sur la partie sectorielle, compte tenu de ces points d'interrogation sur la deuxième partie de l'année au niveau de la croissance américaine, au niveau de l'inflation, etc., je dirais que là, des secteurs défensifs sont plutôt recommandés. On pourrait parler par exemple de la santé. La santé, secteur américain bien connu, qui a connu une fantastique envolée autour du Covid, etc., qui depuis s'est largement amorti et qui observe une forme de stagnation. Donc voilà, un sujet intéressant à regarder sur les secteurs défensifs. Donc défensif, ça c'est pas là. Et offensif quand même peut-être, non? Offensif, il y a. Ouais. Alors, on y vient. Voilà, il y a, voilà, effectivement. Bon, écoutez, de manière très synthétique, parce qu'on pourrait prendre ce sujet par plein de... On fera un Actu Bourse dédié. Ah, mais vous allez obligé. Mais il est évident que c'est une forme de révolution techno qui va toucher beaucoup de sphères et pas forcément en même temps. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que c'est pas forcément... je dirais, un nouveau secteur en tant que tel, c'est une transformation dans les process, que ce soit industriel ou service, je le répète à nouveau, et donc ça peut être très varié en termes de propositions. Exactement. Là, pour l'instant, on n'a eu qu'un premier tir très concentré, mais il faut être vigilant. Ce n'est que le début. Et donc, je dirais 3 produits pour illustrer un peu ce qu'on sait faire chez BlackRock dans la gamme iShares. D'abord, les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, sujet qui évidemment est crucial pour le développement de l'IA. C'est une technologie qui nécessite de la puissance de calcul. Donc, les acteurs qui sont là-dessus ne sont pas si nombreux. Cet ETF permet de les rassembler en un seul produit. Le deuxième volet... iShares MSCI Global Semiconductor. Exactement. Ouais. Deuxième volet, c'est ce qu'on appelle robotics. Donc robotics, on est vraiment dans les transformations industrielles. Là aussi, un produit qui observe une performance, un panier de valeurs qui observe une performance relativement bonne déjà, mais on pense que le potentiel est encore assez vaste. Le troisième volet, très différent, mais illustratif de cette technologie IA, c'est la partie métaverse. D'accord. Donc métaverse, on est dans cet univers qui touche à la fois au jeu, mais maintenant à beaucoup plus. Donc des acteurs très différents de ce qu'on a dit juste avant, en fait. Voilà, on peut diversifier dans un secteur très spécialisé. Et on rappelle, ces fonds, ils sont à 0 € de frais de courtage sur Boursorama grâce à l'offre Bourso Market et sur le marché obligataire, parce qu'on a dit que c'était aussi intéressant en ce moment. On ne peut pas on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté des obligations. Je vais commencer par des chiffres sur les flux. Les flux ont été plus soutenus et plus réguliers sur la partie obligataire depuis le début de l'année que sur la partie action. Il faut le garder en tête. La partie action était beaucoup plus, je dirais, sporadique, volatile, même si parfois ce sont des envolées très très brutales. Et donc sur le volet obligataire, gardez aussi que la rémunération par le coupon reste quand même assez attractive. Autour de 3,75 pour les obligations d'État américaines, avec une duration de 10 ans à peu près. En début d'année, on était à 3,90. Donc ça a un peu décru. On voit que la pression acheteuse a fait baisser un peu. Donc ça, c'est le rendement qui est associé à ce segment-là. Donc là, très peu de risques de défaut. On est sur les obligations d'État américaines. Mais nous, on est encore un peu plus sélectif. Chez BlackRock, on voudra, à l'intérieur de cet univers, prendre ceux qui sont indexés sur l'inflation. Ce qu'on appelle les TIPS. Donc c'est iShares TIPS. Vous le trouverez... on le mettra en lien aussi pour le retrouver facile dans les liens. Là, on est sur des produits où les obligations d'État sont émises avec une protection contre l'inflation. Donc il y a une forme d'indexation du coupon au niveau d'inflation. Comme on a dit qu'on est sur ce plateau de 5%, on joue le plateau. Bon, on joue le plateau.
Et ben voilà, des solutions là aussi très, très pratiques. On le voit, il va falloir quand même surveiller ce marché, cette économie américaine. Mais en tout cas, il y a des pistes d'investissement et Philippe les a expliquées pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. C'est fini pour l'Actu Bourse, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.